La robe de mariée était suspendue tel un fantôme dans le coin de la pièce, se moquant de toutes les idées que Boone Carter se faisait de son avenir. Il avait 22 ans et sa vie était déjà vendue pour payer les dettes de son père. Mais ce n'était pas un simple arrangement ordinaire. Sterling Rhodes avait été clair. Soit Boone épousait la veuve Cora Maddox, de 30 ans son aînée, soit il perdait le ranch qui appartenait à sa famille depuis 3 générations. Boone se tenait près de la fenêtre de la petite église, regardant les tourbillons de poussière danser sur le paysage désertique. Ses mains tremblaient tandis qu'il rajustait le col de sa seule chemise correcte. Les autres hommes du village chuchotant dans son dos, le traitant tantôt de désespéré, tantôt de pitoyable. Certains riaient, même, disant qu'il épousait une mère plutôt qu'une femme, mais aucun d'eux ne comprenait le poids qui lui serrait la poitrine. Son père avait tout perdu dans une affaire de bétail désastreuse, laissant des dettes qu'il faudrait des décennies pour rembourser. Désormais, la moitié du territoire appartenait à Sterling Road, qui recouvrait toutes les dettes sans pitié. Lorsqu'il avait proposé cette solution, Boone avait voulu le frapper, mais au lieu de cela, tel un lâche, il avait simplement hoché la tête. La porte de l'église grinça derrière lui. Boone se retourna, s'attendant à voir le prédicateur, ou peut-être l'un des rares invités assez courageux pour assister à cette scène. À la place, il la vit. Cora Maddox avançait dans l'allée avec une dignité qui lui noua la gorge. Elle n'était pas la vieille femme frêle qu'il s'était imaginée. Ses cheveux grisonnants étaient ventirés en un chignon strict, mais ses yeux verts brillaient d'un feu qui fit reculer Boone. Sa robe noire était simple mais bien coupée, et sa posture était celle de quelqu'un qui avait survécu à bien pire qu'un mariage forcé. Elle s'arrêta à un pas de lui et étudia son visage avec une telle intensité qu'il eut envie de se cacher. Quand elle parla, sa voix était égale et claire. « Tu as l'air de vouloir être n'importe où, sauf ici. » Boone déglutit difficilement. « N'est-ce pas le cas ?» Un sourire à peine perceptible effleura ses lèvres. « J'ai appris que nos désirs et nos besoins ne coïncident pas souvent. » Elle s'approcha, baissant la voix pour que lui seul puisse l'entendre. « Je sais ce que les gens disent de nous. Je sais ce que tu penses, mais tu ne sais rien de moi. » « Gamin, continua-t-elle, je soupçonne qu'il y a plus en toi qu'il n'y paraît. » Le prédicateur se racla la gorge près de l'autel, tenant une Bible ouverte. Sterling Rhodes était assis au premier rang, les observant avec la satisfaction d'un homme qui obtient toujours ce qu'il veut. Boone se sentait piégé entre le passé et un avenir incertain, et cette femme étrange était soit sa seule alliée, soit sa pire ennemie. Mais lorsque Cora prit son bras et le conduisit vers l'autel, il remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Ses mains tremblaient autant que les siennes. La cérémonie dura exactement 7 minutes. 7 minutes pour lier 2 inconnus dans un accord qui arrangeait tout le monde, sauf le marié et la mariée. Quand le prédicateur prononça « mari et femme », Boone eut l'impression de se noyer en eau peu profonde. Les lèvres de Cora effleurèrent à peine sa joue dans un baiser maladroit, mais il sentit une odeur de savon à la lavande et quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui rappela le jardin de sa mère. Immédiatement après la cérémonie, Sterling Rhodes s'approcha d'eux avec un sourire aussi froid qu'un vent de janvier. « Félicitations, Madame Carter. J'espère que vous trouverez la vie de famille plus agréable. » Il se tourna vers Boone avec un mépris à peine dissimulé. « L'accord sera finalisé demain matin. Ta dette est effacée, mais souviens-toi de notre arrangement. Si tu romps ce mariage, je réclamerai les autres dettes de ta famille. » La mâchoire de Boone se contracta. « Je vous ai donné ma parole. » « Les paroles ne valent rien, gamin. C'est par les actes qu'on prouve son caractère. » Sterling inclina son chapeau devant Cora. « Madame, je pense que votre mari a beaucoup à apprendre sur la responsabilité. » Quand Sterling partit avec un sourire satisfait, Boone et Cora restèrent seuls dans l'église vide. Le silence s'étendit entre eux comme un abîme que ni l'un ni l'autre ne savait comment franchir. Dehors, le vent frappait les fenêtres et la poussière s'infiltrait par les fentes des murs. « Chez toi ou chez moi ?» demanda Cora. L'espace d'un instant, Boone crut qu'elle plaisantait, mais son expression restait sérieuse. « Je n'ai plus de maison, avoua-t-il. Je l'ai perdue il y a 3 mois. Je dors dans la grange du ranch Miller, faisant des petits emboulots pour manger. » Cora hocha la tête, comme si ce n'était pas une nouvelle inattendue. « Alors tu viens chez moi. Ce n'est pas grand, mais je suppose que c'est chez nous maintenant. » Elle s'arrêta à la porte. « Seulement il y a des règles, des choses que tu dois comprendre avant de faire un pas de plus. » Boone la suivit à l'extérieur où attendait une solide charrette. Elle grimpa sur le siège du cocher avec une aisance rodée et il remarqua un fusil attaché sous le banc. Ses mouvements étaient assurés, comme si elle avait l'habitude de ne compter que sur elle-même. « Quelle règle ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Cora fit claquer les rênes et les chevaux s'ébranlèrent. «
Première règle, ne t'attends pas à ce que je cuisine, nettoie ou m'occupe de toi comme si c'était mon dû. Je ne suis ni ta mère ni ta servante. Deuxième règle, la porte de ma chambre est toujours verrouillée. Nous sommes mariés uniquement sur le papier, et jusqu'à ce que j'en décide autrement, c'est tout ce que ce sera. La charrette grinçait sur la route défoncée vers la lisière de la ville. Boone regardait son profil, essayant de comprendre cette femme qui venait de devenir son épouse. Et quelle est-ce la troisième règle ? Cora resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. « Ne pose pas de questions sur mon premier mari. Certaines histoires doivent rester dans le passé. » Mais alors qu'ils approchèrent d'une petite maison avec une clôture étonnamment bien entretenue, Boone se demanda combien de secrets cachait sa nouvelle femme. La maison fut une révélation. De l'extérieur, elle ressemblait à une cabane de colons ordinaire, du bois usé et un toit de tôle qui avait connu des jours meilleurs. Mais à l'intérieur, Boone découvrit un monde qui défiait tout ce qu'il savait de la vie à la frontière. Des livres ornèrent des étagères encastrées dans chaque mur disponible. De vrais livres reliés en cuir, méticuleusement entretenus, et non les romans de poche bon marché qu'on chérissait habituellement ici. Un piano se trouvait dans un coin. Sa surface était polie au point de refléter la lumière des lampes à huile. Cora remarqua son regard. « Surpris ? demanda-t-elle. « Je ne m'attendais juste pas... » Il s'interrompit, ne sachant pas comment terminer sa phrase sans la vexer. « Tu ne t'attendais pas à ce qu'une femme de mon âge, vivant seule, puisse s'offrir de belles choses ?» Il y avait une pointe dans sa voix qui l'incita à choisir ses mots avec plus de soin. « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ici possède un piano, tout simplement. » Cora retira son chapeau et l'accrocha à un crochet près de la porte, lissant ses cheveux. « Mon premier mari considérait que l'éducation était la seule richesse qu'on ne pouvait pas voler. » Elle se déplaçait dans la pièce avec une grâce habituée, allumant les lampes et tirant les rideaux. « Ta chambre est à l'étage. Deuxième porte à droite. Il y a une bassine et du linge propre. » Boone monta l'escalier étroit. Ses bottes résonnaient dans le silence. La chambre était modeste mais propre, un lit, une commode et une fenêtre donnant sur l'arrière de la propriété. Il s'assit lourdement sur le matelas et prit sa tête entre ses mains. Ce matin, il était un homme libre. Ce soir, il était marié à une inconnue qui possédait plus de livres qu'il n'en avait jamais vus et qui jouait du piano comme une dame de la côte Est. Des sons de musique montaient en bas. Cora jouait quelque chose de lent et de mélancolique. Ses doigts glissaient tant que ça sur les touches avec l'assurance de longues années de pratique. Boone s'approcha involontairement du haut de l'escalier, écoutant la mélodie envoûtante qui remplissait chaque recoin de la maison. La musique s'arrêta brusquement. « Tu comptes rester là toute la soirée ou tu descends manger ?» Embarrassé d'avoir été surpris, Boone descendit. Cora avait mis la table. Du bœuf froid, du pain et de la confiture. Elle versa du café d'une cafetière qui sentait meilleur que tout ce qu'il avait bu ces derniers mois. « Vous jouez magnifiquement, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « J'ai eu un bon professeur, » répondit-elle comme si la conversation était close. Mais Boone demanda quand même. « Qui vous a appris ?» La fourchette de Cora s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Quelqu'un qui est mort il y a 5 ans. » Elle continua à manger avec concentration, mais Boone remarqua quelque chose de nouveau dans son regard, de la peur. Avant qu'il n'ait pu poser la question suivante, le bruit de chevaux approchant les fit sursauter. Cora se dirigea vers la fenêtre et regarda à travers les rideaux. Son corps se tendit comme un chat prêt à bondir. « Monte à l'étage » murmura-t-elle avec urgence. « Maintenant. » Mais il était trop tard. Des bottes lourdes retentirent sur le porche et quelqu'un se mit à frapper à la porte avec une telle force que le cadre trembla. « Cora Maddox, nous savons que vous êtes là. » La voix était rauque, exigeante, avec un accent qui ressemblait à celui de l'Est. « Ouvrez la porte avant qu'on ne l'enfonce. » Le visage de Cora pâlit, mais ses mouvements étaient rapides et précis. Elle attrapa le fusil sous la table de la cuisine et vérifia les munitions avec une efficacité rodée. « Il y a une porte arrière par le garde-manger, » chuchota-t-elle à Boone. « Suis le sentier derrière le poulailler. Il mène au ranch Miller. »« Je ne te laisserai pas seul, peu importe qui c'est. »« Tu ne comprends pas, » continua-t-elle. « Ces hommes ne sont pas là pour toi. Ils sont ici à cause de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Quelque chose qui n'a rien à voir avec notre arrangement. » Un autre coup contre la porte ébranla la maison. « S'il te plaît, Boone, pars, c'est tout. » Mais quelque chose dans ses yeux, ses mains tremblantes malgré sa voix ferme, le fit secouer la tête. « Nous sommes mariés maintenant, tu te souviens ? Pour le meilleur et pour le pire, comme a dit le prédicateur. » Il se plaça à côté d'elle. « Que veulent-ils » Avant que Cora ne puisse répondre, la porte vola en éclats. 3 hommes firent irruption à travers le cadre brisé. Leurs vêtements étaient les couverts de la poussière d'un long voyage. Le chef était grand et mince, avec des yeux froids qui trouvèrent immédiatement Cora de l'autre côté de la pièce.
Son sourire promettait la douleur. La voilà, Madame Thomas Maddox, ou peut-être Madame Catherine Walsh. Boone sentit Cora se raidir à côté de lui. Catherine Walsh, ce n'était pas le nom sur l'acte de mariage. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Cora, mais sa voix était moins assurée. L'homme éclata de rire. Ça fait 5 ans qu'on te traque, Catherine. 5 ans que tu as disparu avec ce qui ne t'appartenait pas. Il remarqua Boone pour la première fois. Et lui, c'est qui? Ton nouveau protecteur? Je suis son mari, dit Boone, surpris par la fermeté de sa propre voix. Son mari? Les sourcils de l'homme se levèrent. Touchant. Tu lui as parlé de Philadelphie, Catherine? Tu lui as parlé de la banque, de ce que tu as pris en t'enfuyant? Cora leva son fusil. La visée était au stable. Sortez de ma maison. Notre employeur veut récupérer son bien. L'argent que tu as volé, les documents que tu as copiés. Nous savons que tu les as cachés quelque part. L'homme fit un pas en avant. Rends les choses faciles pour toi et ton nouveau mari. L'esprit de Boone tournait à plein régime. De l'argent volé, des documents. Qui était cette femme qu'il avait épousée quelques heures plus tôt? La main du chef se déplaça vers son pistolet. Tu as 10 secondes pour choisir, Catherine, la manière douce ou celle qui fera de ton jeune mari un veuf dès sa nuit de noces. C'est alors que Cora fit quelque chose qui changea toute l'idée que Boone se faisait du courage. Elle tira un coup de semonce au plafond. Des éclats de bois tombèrent sur tout le monde dans la pièce. Le son dans l'espace confiné fut assourdissant, et les 3 hommes se baissèrent instinctivement. Mais au lieu de continuer à menacer, elle fit un geste complètement inattendu. Elle abaissa son fusil et sourit. « Vous voulez savoir, pour Philadelphie, messieurs, ce que j'aurais prétendument volé ?» Sa voix devint assurée, presque conversationnelle. « Alors parlons-en comme des gens civilisés. » Le chef se redressa lentement. Sa main planait toujours près de son arme. « À quoi tu joues, là, Catherine ?»« À rien, je dis juste la vérité. » Cora se dirigea vers la table de la cuisine et s'assit, posant le fusil à portée de main. Boone sert un café à ses hommes. Ils ont fait un long voyage. Boone la regarda comme si elle était devenue folle. « Du café ?»« Fais-moi confiance, répondit-elle calmement. Et il y avait quelque chose dans son ton qui le poussa à obéir. Tandis que Boone, les mains tremblantes, versait 3 tasses, Cora regardait droit dans les yeux du chef. « Votre employeur est Marcus Brenon, n'est-ce pas? Toujours en colère d'avoir perdu la banque ?» Les yeux de l'homme se plissèrent. « Monsieur Brenon veut récupérer son argent, l'intégralité des 50 000. » 50 000 ? Cora rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. « C'est ce qu'il vous a dit que j'avais volé? Comme c'est intéressant. » Elle but une gorgée de café calmement, tandis que les 3 hommes restaient debout, ne sachant comment gérer ce revirement inattendu. « Dites-moi, Marcus a-t-il mentionné que cet argent appartenait à l'administration foncière du territoire du Dakota, de l'argent qu'il blanchissait via sa banque pour voler des droits de propriété ?» Boone faillit lâcher la cafetière. 50 000. Plus d'argent que la plupart des gens ne voient trop dans toute leur vie. « Tu mens, dit le chef, mais une pointe de doute s'était glissée dans sa voix. « Non, demanda Cora. Vous a-t-il dit pourquoi je travaillais dans sa banque? Pourquoi une femme avec mon éducation avait pris un poste d'employé à Philadelphie? » Les yeux verts de Cora s'enflammèrent. « Parce que mon mari, le vrai Thomas Maddox, est mort en enquêtant sur les magouilles foncières illégales de Marcus Brenon, mort mystérieusement après avoir posé trop de questions sur l'argent fédéral manquant. » Les 2 acolytes du chef échangèrent un regard. Ce n'était pas l'histoire qu'on leur avait racontée. « Je n'ai rien volé, continua Cora. J'ai trouvé des preuves de crimes fédéraux, des preuves qui sont conservées dans un coffre de banque à Denver depuis 5 ans, attendant le bon moment. »« Tu bluffes, femme, dit le chef, mais son assurance vacillait. Cora se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir. « Peut-être que je bluffe. Ou peut-être que Marcus Brenon vous a envoyé ici pour tuer la seule personne qui peut prouver qu'il vole le gouvernement des États-Unis. » Elle se tourna vers eux. « Imaginez juste, messieurs, êtes-vous prêts à être pendus pour meurtre quand tout cela éclatera ?» Alors Boone comprit. Sa femme ne protégeait pas seulement de l'argent volé, elle protégeait des preuves qui pouvaient détruire l'un des hommes les plus puissants de la région. Le visage du chef s'assombrit tandis que les paroles de Cora faisaient leur chemin dans son esprit. « Tu veux nous faire croire que Marcus Brenon est une sorte de cerveau criminel? C'est l'un des hommes d'affaires les plus respectés de Philadelphie. » « Des hommes respectés ont commis les pires crimes de l'histoire, » répondit Cora, « surtout quand ils se croient intouchables. » Elle s'approcha des 3 hommes. Sa peur semblait avoir été remplacée par quelque chose de plus résistant. « Dites-moi, combien vous paie-t-il pour ce travail? Quelques centaines? 1 millier? »« Ça ne te regarde pas, » répondit sèchement le chef. « Si, quand vous risquez votre vie pour des miettes alors qu'il a volé de quoi acheter une ville entière, ça me regarde. » La voix de Cora s'abaissa à un murmure à peine audible.
Pensez-vous vraiment que Marcus vous laissera vivre après que vous aurez récupéré ses preuves? Vous avez vu son visage, vous connaissez ses affaires. Les morts ne sont pas payés et ne racontent pas d'histoire. » Boone observait la scène avec une stupéfaction croissante. Cette femme qu'il avait épousée était en train de démolir ces hommes dangereux avec de simples mots et de la logique. Les deux compagnons s'agitaient nerveusement, réévaluant manifestement leur position. « Elle ment, les gars, dit le chef. La sueur perlait sur son front. Ne la laissez pas vous embobiner. Est-ce que je mens? Cora se dirigea vers la bibliothèque et en sortit un journal intime relié en cuir. Ceci appartenait à mon mari. Il documente chaque détail de l'opération de Brenon. Les noms, les dates, les montants volés des fonds fédéraux pour acheter des terres, même les noms des fonctionnaires territoriaux qui acceptaient mon dépôt de vin. Elle ouvrit le journal et lut « 15 juin 1869, Brenon a transféré 12 000 $ des fonds territoriaux sur son compte personnel. Paiement enregistré comme service de consultation pour l'évaluation des terres qui n'ont jamais été effectués. » L'un des compagnons s'avança. « Laisse-moi voir ça, Jake. » « Non, prévint le chef. Mais Jake lisait déjà par-dessus l'épaule de Cora. Son visage devint blême. « Patron, il y a les signatures du gouverneur Hartley et du juge Morrison. »« Si c'est vrai... »« C'est vrai, dit doucement Cora. Et il y a 40 autres entrées comme celle-ci. Marcus Brennan a systématiquement volé l'argent fédéral destiné à aider les colons à revendiquer leurs terres. De l'argent qui aurait dû servir à construire des écoles, à creuser des puits, à établir la loi et l'ordre dans les nouveaux territoires. » Boone se sentit mal. Il pensait que les problèmes financiers de sa famille étaient la pire chose qui pouvait arriver. Mais c'était bien plus grave que des ranchs perdus et des mariages forcés. C'était une corruption qui touchait des milliers de familles innocentes. Le chef dégaina son pistolet. « Assez, journal ou pas, nous avons des ordres. Donnez-nous tout ce que vous avez pris à Philadelphie, où on commence à tirer. » Mais avant que quiconque ne puisse réagir, le son de nombreux chevaux galopant vers la maison les figea tous. À travers la fenêtre, Boone vit des torches bouger dans l'obscurité. « Vous attendiez d'autres invités » demanda froidement le chef. Le visage de Cora pâlit. « Ce ne sont pas des amis, murmura-t-elle. C'est Marcus Brennan lui-même. » Les pas sur le porche sonnaient différemment, plus lourds et plus déterminés. Marcus Brennan ne frappa pas. Il entra simplement par la porte déjà brisée, comme si l'endroit lui appartenait, ce qui, compte tenu de sa richesse et de son influence, était probablement ce qu'il pensait. Boone s'attendait à un monstre. Mais l'homme qui entra était décevant de banalité. De taille moyenne, des cheveux grisonnants, des vêtements coûteux qui indiquaient qu'il n'avait jamais manqué un repas ni dormi à la dure. Seuls ses yeux trahissaient la cruauté avec laquelle il avait bâti son empire sur de l'argent volé et des vies brisées. « Catherine, dit Brenon en retirant son chapeau avec une fausse politesse. Tu es resplendissante. La vie à la campagne te va bien. » Les trois mercenaires s'agitèrent de soudain, réalisant qu'ils n'étaient non plus les hommes les plus dangereux de la pièce. Leur chef fit un pas en avant. « Monsieur Brenon, nous étions justement en train de discuter de la restitution de vos biens. »« Vraiment ?» La voix de Brenon était du velours recouvrant de l'acier. « Et comment se sont passées les négociations ? Elle prétend que l'argent provient de fonds fédéraux. Elle dit qu'elle a des preuves de vos transactions. » Le rire de Brenon était sincèrement moqueur. « Des preuves, ma chère Catherine ? Tu dois comprendre que les preuves n'ont d'importance que lorsque quelqu'un au pouvoir est prêt à agir, et j'ai été très prudent pour que cela n'arrive pas. » Cora serra plus fort le journal. « Le juge Morrison ne serait peut-être pas d'accord, ni le gouverneur Hartley, quand ils apprendraient que leurs signatures figurent sur des documents prouvant leur corruption. Morrison était mort le mois dernier. Une crise cardiaque très soudaine. » Le sourire de Brennan devint glacial. Quant au gouverneur Hartley, disons qu'il est devenu beaucoup plus indulgent envers certaines irrégularités dans les finances territoriales. Boone sentit l'atmosphère de la pièce changer. Les mercenaires reculaient vers la porte, ne voulant manifestement pas participer à ce qui allait te suivre. Même eux avaient des limites. « Tu as tué Morrison, murmura Cora. « Je n'ai tué personne. Mais les gens qui occupent des postes stressants souffrent parfois de problèmes de santé. » Brenon s'approcha, remplissant la petite cuisine de sa présence. « Maintenant, à propos des preuves et des 50 000 $ que tu as pris dans mon coffre personnel. Ce n'était pas ton argent au départ. La possession vaut 9/10 de la loi, ma chère, et je possède la loi dans 3 territoires. » Brenon fit un signe de tête à ses hommes. « Fouillez la maison, détruisez-la s'il le faut. » Mais alors que les hommes s'avançaient pour obéir, Cora fit quelque chose qui les arrêta net. Elle craqua une allumette et l'approcha du journal en cuir. Un pas de plus, et 5 ans de preuves partiront en fumée. Pour la première fois, le sang-froid de Brenon se fissura. « Tu n'oseras pas. Ce journal est ta seule protection. » « Vraiment ?»
Les yeux de Cora brillaient de détermination. « Ou est-ce la seule chose qui t'empêche de nous tuer tous les deux sur le champ ?» L'allumette brûlait près du bout de ses doigts et Boone comprit que sa femme était prête à tout détruire plutôt que de laisser Marcus Brenon gagner. L'allumette se consumait, atteignant les doigts de Cora, mais elle ne scia même pas. Au lieu de cela, elle sourit à Marcus Brenon avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui détient toutes les cartes. « Ai-je mentionné que je n'avais pas qu'une seule copie ?» Le visage de Brenon blêmit. « Mon mari était méticuleux. Il a fait 3 copies de tout avant sa mort. L'une est dans un coffre à Denver. Une autre a été envoyée à un enquêteur fédéral à Washington il y a 6 mois. Elle laissa l'allumette finir de brûler et la jeta au sol. Ce journal n'est que mon rappel personnel de ce que vous m'avez pris. » Boone regarda avec stupéfaction le monde soigneusement construit de Brenon commencer à s'effondrer. Les mercenaires se dirigeaient déjà vers la porte, réalisant qu'ils avaient été trompés et utilisés. « Tu bluffes, dit Brenon, mais sa voix manquait de conviction. Cora s'approcha de la fenêtre de la cuisine et montra l'extérieur. « Vous voyez ces cavaliers qui approchent ? C'est le marshal fédéral Tom Bradley et ses adjoints. J'ai envoyé une notification à Denver hier au sujet de notre mariage, les informant que s'il arrivait quelque chose à moi ou à mon nouveau mari, ils devaient enquêter immédiatement sur les affaires de Marcus Brenon. » À travers la fenêtre, Boone vit les torches s'approcher avec assurance de la maison. 6 cavaliers se déplaçaient, avec la coordination précise des hommes de loi. Brenon se tourna vers ses mercenaires. « Tuez-les tous les deux, maintenant. » Mais les 3 hommes battaient déjà en retraite. « On n'a pas signé pour tuer des témoins fédéraux, dit le chef. Allez trouver d'autres idiots. » Ils disparurent dans la nuit, laissant Brenon seul avec sa fureur et son désespoir. Il dégaina son pistolet, mais ses mains tremblaient de rage. « Si je tombe, tu tombes avec moi, Catherine. » Boone réagit sans réfléchir, se jetant entre Brenon et Cora. Au même instant, un coup de feu retentit. La balle lui érafla l'épaule, le faisant pivoter, mais il resta debout. Cora le rattrapa, ses bras puissants le soutenant. Le marshal Bradley fit irruption dans la maison avec ses adjoints, armes au poing. « Jetez votre arme, Brenon !» Brenon balaya la pièce du regard, voyant son empire se dissoudre sous ses yeux. Un instant, Boone crut qu'il allait se rendre. Au lieu de cela, Brenon leva le pistolet à sa propre tempe. « Marcus Brenon, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds fédéraux et conspiration en vue de frauder le gouvernement des États-Unis », annonça Bradley en faisant sauter l'arme d'un coup de pied. 3 mois plus tard, Boone se tenait dans la même cuisine. Son épaule était enfin guérie de sa blessure. La maison semblait différente maintenant, remplie de rires plutôt que de secrets. Cora était assise au piano, jouant quelque chose de joyeux. Les rayons du soleil pénétraient point par les fenêtres propres. « Des regrets ?» demanda-t-elle sans quitter les touches. Boone pensa à tout ce qui s'était passé. Marcus Brenon purgeait une peine de 20 ans dans une prison fédérale. Les 50 000 $ avaient été rendus au gouvernement territorial et utilisés pour construire des écoles dans 3 comtés. Et Sterling Rhodes avait mystérieusement décidé d'effacer toutes les dettes de la famille de Boone après que les enquêteurs fédéraux eurent commencé à examiner ses pratiques commerciales. « Un seul, dit Boone en s'approchant de sa femme. « Lequel ? » « Je regrette de ne pas avoir su plus tôt quelle femme merveilleuse j'avais épousée. » Il lui toucha tendrement le visage. Catherine Walsh était courageuse, mais Cora Carter était exceptionnelle. Elle sourit en réponse à sa caresse. Certaines histoires ont une meilleure fin que leur début. Derrière leurs fenêtres, la terre s'étendait à l'infini vers l'horizon, remplie de possibilités dont aucun d'eux n'avait osé rêver le jour de leur mariage. Si vous avez aimé cette histoire, choisissez une vidéo sur l'écran dès maintenant pour découvrir un autre conte western inoubliable, où le courage et la justice se rencontrent dans l'arrière-pays sauvage. N'oubliez pas de vous abonner et de penser au super chat pour nous aider à continuer de vous raconter de telles histoires. Votre soutien compte énormément pour nous.